Bienvenue dans le débat qui est en fait consacré à la campagne des législatives en France. Une nouvelle fois, Emmanuel Macron qui a donné une conférence de presse en fin de matinée, lors de laquelle il a appelé à un large rassemblement autour de sa majorité pour défaire à la fois, a-t-il dit, la France insoumise et le Rassemblement national. Il a justifié la dissolution en affirmant qu'il s'agissait d'un choix de clarification. Côté LR, Éric Ciotti a été exclu des Républicains à l'unanimité par un bureau politique du parti. À gauche, le Parti socialiste a confirmé dans un courrier envoyé à ses adhérents qu'un accord de principe avait été trouvé entre les différents partis de gauche constitutifs du nouveau Front populaire. Alors on va revenir sur les propos d'Emmanuel Macron. A-t-il été convaincant? Quelle est sa stratégie pour la campagne des législatives? Peut-il inverser la tendance après sa défaite aux européennes? Voilà les questions que nous allons poser à mes invités. Astrid de Vilaine est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique à France Culture, également productrice et animatrice de Sens Politique. Ça, c'est aussi sur France Culture. Bienvenue à vous. En face de vous, Henri Vernet, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef adjoint du Parisien aujourd'hui en France. Bienvenue également. Philippe Moreau-Chevrolet est avec nous ce soir. Bonsoir. Président de MCBG Consulting. Bienvenue. Avant de démarrer cette discussion, on va bien sûr écouter un premier extrait de cette conférence de presse donnée par Emmanuel Macron. Si le Rassemblement national venait aux responsabilités, alors que deviendraient vos retraites? Ils ne sauraient pas les financer, donc elles vont baisser. Si le Rassemblement national venait aux responsabilités, que deviendraient vos prêts immobiliers? Ils vont flamber parce que les taux flamberont. Si le Rassemblement national venait aux responsabilités, là vous n'auriez pas de problème à vous poser sur l'ORTF ou l'audiovisuel public parce qu'ils veulent le massacrer. Si le Rassemblement national venait aux responsabilités, qu'est-ce qui se passerait pour nos valeurs, pour nos compatriotes binationaux, d'origines diverses, vivant dans les quartiers? Et la réponse à cela n'est pas le communautarisme, elle est la République et son universalisme. C'est ça la question d'aujourd'hui. C'est pas de savoir comment ça va se passer quand tout capitulera. Non à l'esprit de défaite. Oui au réveil, au sursaut républicain. Nos compatriotes sont des républicains, des femmes et des hommes de bonne volonté. La France s'est toujours tenue ainsi. Et l'esprit de défaite, il a toujours été dans les élites. Toujours. Et il vient des élites. Je vous le dis. Et donc, en faisant ce choix dimanche dernier, j'ai fait le choix de faire confiance dans nos compatriotes, dans leur amour de la République, de la clarté, du débat politique, plutôt que dans les combines et dans l'esprit de démission et de défaite. Parce que moi, je ne l'ai pas. Alors ça, c'était la deuxième partie de son intervention. Il était plus combatif. Dans la première, c'était plus un discours un peu posé. Est-ce qu'il vous a convaincu? Non. Non, pourquoi? Parce qu'il n'a pas été chef d'État, alors même que la situation internationale, et vous le savez mieux que personne ici, est dramatique, et qu'on a sans doute besoin de lui à ce niveau-là. Il a été Premier ministre. Moi, je ne comprends rien à la situation qui est en train de se dérouler sous nos yeux depuis 3 jours. Et donc, ça me fait dire que s'il fallait mettre une note à Emmanuel Macron en termes de stratégie politique, je dirais hors sujet. Et là, hors sujet aussi. Mais tout est hors sujet, il n'y a rien qui va. Enfin, vous voyez bien les images qui défilent en boucle, les LR qui en viennent quasiment aux mains. Enfin, et je pèse mes mots, ça a été prononcé par un des dirigeants de LR. Donc pourquoi je dis hors sujet? Pourquoi je dis hors sujet? Parce que Emmanuel Macron, les Français lui ont déjà donné 2 votes en 2 ans, 2022-2024. Les 2 votes sont identiques. Le RN est très très haut et la gauche est en force d'appui. Pourquoi a-t-il besoin de renvoyer les Français aux urnes? Ils vont dire la même chose, voire pire, parce que là, peut-être qu'ils vont lui en vouloir, parce que le pays ne va pas bien, il y a des Jeux Olympiques, il y a des problèmes de santé mentale, il y a des problèmes d'inflation, il y a le RN très haut, enfin, on n'est pas dans une situation où on peut s'amuser avec la Constitution. Donc là, vous ne voyez pas inverser la tendance avec justement ce démarrage de campagne J'arrive même pas à parler de tendance, c'est pas une élection normale, rien n'est normal dans ce qui est en train de se dérouler en ce moment. Henri Vernet. Que rien n'est normal, ça c'est vrai que c'est assez clair. On est dans une période de turbulence comme on en a rarement vécu. Mais est-ce qu'il a fixé un cap? Bon, un cap. En tout cas, il essaie de fixer une campagne. Moi, bon, qu'il soit pas chef de l'État, c'est normal. Pour le coup, là, il est vraiment chef de campagne. En réalité, ce qui apparaît là, quand on voit toute sa diatribe là qui vient de prononcer, c'est celle qui aurait dû être faite en vue des européennes. C'est ce qui a vraiment manqué. C'est-à-dire, là, on a l'impression que finalement, il prend les habits du chef de campagne, mais qu'aurait dû revêtir, en l'occurrence, Gabriel Attal,
pour les européennes, parce que là, sa charge qui vise le RN, elle était très précise en montrant pourquoi le RN ne doit pas arriver au pouvoir. Et après tout, bien sûr que les européennes, les élections européennes en tant que telles, n'ont pas cet enjeu-là, n'avaient pas cet enjeu. Mais on sait bien que c'était le marchepied, que c'était l'esprit. Or, ce sont justement à la fois cette espèce de véhémence, cette espèce d'énergie quelque part, même si là c'est un peu brouillon et c'est vrai que c'est un petit peu décalé, parce que d'abord, est-ce que c'est le rôle... Pour le coup, là, je reprends l'image du chef de l'État. Est-ce que c'est le rôle d'un chef de l'État de venir comme ça faire campagne et d'ailleurs de quitter le palais présidentiel où il a quand même été élu pour 5 ans? Oui, il n'était pas à l'Élysée Là, pour cette conférence de presse. C'est vrai. Alors là, Il a voulu distinguer les deux. Mais oui, bon. Ou alors faisons cette parenthèse tout de suite, c'est quand même extrêmement singulier dans la Ve République de voir un président de la République venir faire campagne et sortir de l'Élysée alors qu'on est en plein mandat. Ça, c'est quand même une anomalie qui a d'ailleurs été soulignée par Édouard Philippe. Alors, il n'était d'ailleurs pas présent, lui, Édouard Philippe. Non, ce qui montre bien sa désapprobation. Alors, c'est totalement logique sur le plan politique, parce que cette espèce de chaos qu'a très bien décrit Astrid de Villaine, c'est lui qui l'a créé, donc autant qu'aujourd'hui... Est-ce qu'il est le seul responsable? C'est lui, à la fin, c'est Jupiter qui déclenche le feu nucléaire, et c'est vrai que quelque part, la dissolution, c'est un petit peu le feu nucléaire à l'échelle de l'Assemblée nationale. Donc oui, il en est responsable à ce niveau-là. Maintenant, contrairement à ce qu'on peut attendre, ça n'a rien d'irresponsable, parce que c'est vrai, et là, pour le coup, je sais bien que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais je trouve que appeler les électeurs aux urnes, s'en remettre aux électeurs dans un pays qui est largement bloqué, ça me paraît une respiration démocratique qui en effet était nécessaire. Peut-être que c'est pas le meilleur moment, sans doute pas. Néanmoins, c'est nécessaire. Il fallait sans doute en arriver là pour essayer de débloquer cette politique, cette vie politique qui est encalminée. Donc de ce côté-là, oui, ça c'est... Respiration, vous dites. Ouais, Philippe Moreau-Chevrolet, comment l'avez-vous trouvé? Est-ce qu'il a réussi à fixer un cap pour cette campagne? Je pense que ces interventions vont renforcer le bloc de gauche, qui est en train de se construire plutôt pas mal. Éventuellement renforcer la dynamique du RN, mais à titre personnel pour lui ou pour son camp, je vois pas le gain. Je vais le dire, c'est même très contre-productif. Parce qu'on est encore du pour ou contre Macron. Mais parce qu'il nous parle d'un péril qu'il a lui-même créé. Enfin, je veux dire, d'accord, évidemment, le RN peut accéder, mais qui a provoqué cette dissolution? Vous savez, il y a un journaliste qui s'appelle Tristan Mendès France, qui est quelqu'un de très modéré, et qui a dit « On a une guerre en Ukraine dont le président nous a expliqué que c'était quand même vital. » Il y a 2 mois. Il est très engagé, d'ailleurs. Voilà. Il a raison. Enfin, je veux dire, je ne critique pas là-dessus. Il y a Gaza, dont la gauche s'alimente, et que l'extrême gauche s'alimente, enfin en tout cas LFI s'alimente, et qui est un moteur depuis des mois d'agitation. Et moi, j'enseigne à Sciences Po. L'école vit avec ça. Dans la rue, il y a ça. Enfin, je veux dire, et on a les Jeux Olympiques. Et on vient greffer là-dessus une crise politique d'une ampleur et d'une intensité inédite. On a un président de parti qui est un forcené dans son blocos, qui refuse de recevoir ses propres chefs de parti. Là, vous parlez d'Éric Ciotti. Éric Ciotti, qui joue le peuple contre ses propres élites à lui. Et on a ce discours surréaliste d'Emmanuel Macron. Je sais même pas... Je veux dire, je ne comprends pas non plus comment on en arrive là. Mais en quoi vous dites... Pourquoi est-il surréaliste? Mais parce que... Quel est l'intérêt du pays dans tout ça? C'est quoi l'intérêt du pays? Moi, je pense qu'il y a 3 crises qui... Moi, excuse-moi, je suis juste un tout petit peu patriote. Enfin, je veux dire, je suis pas Rassemblement National du tout, mais je veux dire, j'aime mon pays. Quel est l'intérêt du pays à faire ça? La presse internationale est en train de dire que la position de la France en Europe est en train de s'affaiblir. Les marchés financiers nous sanctionnent. Notre dette va coûter plus cher à cause de ça. Il y a des dizaines de réformes au Parlement, qui est notamment une réforme sur la petite enfance à laquelle moi, personnellement, j'étais très attaché, qui était indispensable. Toutes ces réformes vont être paralysées, bloquées. Si le RN arrive au pouvoir, ça va être un désastre pour beaucoup des gens qui sont battus. Voilà. Désolé, Astrid. Je vous fais réagir, Astrid. Je voudrais d'abord qu'on écoute justement. Je ne comprends pas non plus. Cette décision de dissoudre l'Assemblée nationale, il s'est justifié, Emmanuel Macron. On va l'écouter. Tout le monde disait l'extrême droite arrive. En 2027, il donnera les clés du pouvoir à Madame Le Pen. C'est déjà écrit. Mais tout le monde y allait de ses petits calculs. Chacun tirait ses bords. Chacun menait sa barque. Ben non, moi je ne veux justement pas donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027. Donc j'assume totalement d'avoir déclenché un mouvement de clarification, d'abord parce que les Français nous l'ont demandé dimanche. Quand 50% des Français votent aux extrêmes, que vous avez une majorité relative à l'Assemblée, vous ne pouvez pas leur dire on continue comme si de rien n'était. Ce n'est pas les respecter, ce n'est pas les entendre. Astrid de Villaine, donc là il a clarifié. Il dit que c'est justement une demande de clarification que ces élections anticipées, cette dissolution.
Non, mais je crois que, en effet, il a dit pendant toute la conférence de presse, il a dit le cap est très clair, on continue comme avant. Mais que n'a-t-il pas compris dans le vote de dimanche ? Que lui ont dit les 92% de communes de ce pays, c'est-à-dire tout le pays, sauf 2-3 grandes villes qui vont bien. On ne veut plus de votre politique, monsieur le président de la République. Et à quel moment il n'entend pas ça ? Je trouve que l'image qu'on vient de voir est très parlante. Il est tout seul, le cadre est très éloigné et c'est gris. Et ils ont ajouté à la dernière minute, parce que vous savez que ça devait être hier, tout est complètement improvisé, un petit logo ensemble dont on se demande bien qui est ensemble ou pas. Je vais vous dire, moi je crois qu'il y a 3 crises qu'Emmanuel Macron n'a pas encore non plus comprises. La première, c'est les gilets jaunes. C'est une révolte sociale. On va entendre François Ruffin qui lui parle des gilets jaunes. Parce qu'en fait, le vote Bardella et le total gauche qui sont en train de le prendre en étau potentiellement dans 3 semaines à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils demandent ces 2 électorats-là ? Plus de social. Moi, j'en ai couvert des tonnes, des meetings de Madame Le Pen. Ce sont des catégories très populaires qui sont contents que Madame Le Pen vienne dans les petites villes et les petits villages, les 32 000 communes du pays sur 35 000, qui viennent de mettre Jordan Bardella devant tous les autres. À quel moment il n'entend pas ce message-là ? Et moi, je crois qu'il y a... On pourra parler de la gauche après, parce qu'ils ont parfois le même défaut. Mais en Macronie... Je le vois, je suis journaliste politique dans le 7e arrondissement auprès d'eux depuis 7 ans. Ils restent entre eux, ils ne voient pas le pays. Donc il faut qu'ils sortent. Moi, si j'avais été Emmanuel Macron, vous savez où je serais allée ? Je serais allée à Saint-Clément-de-Vers. C'est une petite commune à côté de Vichy, 100 km de Vichy. Peut-être qu'il va envoyer Pardonnez-moi, 54% des voix pour Jordan Bardella au premier tour. C'est là qu'il fallait aller. Il fallait aller voir les électeurs, les Français en fait, le peuple français, et dire « ça va, qu'est-ce qui se passe ?» Parce que c'est ça le vote RN, souvent, c'est un vote de rejet. On n'a jamais testé, merci d'être là pour nous. Ils font un travail de terrain, les 99 députés RN, et ils sont en campagne là. Pendant que la gauche est enfermée dans le 11e arrondissement de Paris, encore une fois, à peut-être essayer de trouver une idée. La Macronie est à l'Élysée ou à côté, en train de mettre le président de la République, qui est le seul arbitre de cette situation qu'on est en train de vivre, tout seul au front, ensemble, mais tout seul. Je trouve ça absurde. Alors justement, quelle va être sa stratégie de campagne, Henri Vernet ? Parce qu'on avait lu dans la presse qu'il allait prendre la parole au moins 3 fois par semaine. Emmanuel Macron, alors il dit que ce n'est pas le cas, il parle plutôt de Gabriel Attal qui doit aller sur le terrain pour lui. Il y avait tous les ténors de son gouvernement, effectivement. Édouard Philippe, lui, n'était pas présent, mais il y avait Gabriel Attal, il y avait le ministre des Finances, Bruno Le Maire, il y avait Gérald Darmanin, ils étaient tous là. Ils étaient tous là. En effet, Édouard Philippe voulait souligner, n'était pas là. Gabriel Attal, vous avez vu la mine qu'il tirait ? Il était gris, il était fermé, il n'avait vraiment pas l'air d'être très enthousiaste. Et d'ailleurs, c'est l'impression qu'il a donnée depuis dimanche soir, où il a quand même été sidéré, il a été sonné, il s'est pris, je crois que c'est dans notre journal, on racontait la scène hier, l'un de ses proches qui disait qu'il s'était pris un TGV dans le buffet, parce que vraiment, il a été totalement sonné par ça. Il n'y croyait pas, il a d'ailleurs été informé au dernier moment. Donc aujourd'hui, on a un Gabriel Attal qui était quand même assez atone et presque absent. Alors évidemment, il a été un petit peu remis en selle, et notamment le président a bien dit que ce serait lui qui dirigerait la campagne. Vous avez cité Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il est tellement enthousiaste, il y croit tellement qu'il ne se présente pas, il ne va pas à ces législatives, il renonce. Alors certes, il n'était pas sortant puisqu'il avait arrêté à son 3e mandat, donc en 2022, il ne s'était pas fait réélire, mais là, il ne va pas au combat. Donc il y a plusieurs anciens ministres comme ça qui ne vont pas non plus au combat. On a vu aujourd'hui Olivier Dussopt, bref, il renonce. On sent bien. Alors c'est ça d'ailleurs le contrat, c'est pour ça que je disais que là, ce n'était pas un chef de l'État, c'est en effet un chef de campagne, c'est le chef de campagne qui a manqué pour ces européennes. Alors la stratégie, c'est de dire en gros, c'est tout sauf les extrêmes, c'est-à-dire c'est ça, la stratégie. On retrouve un centre. Voilà. Et d'ailleurs, dès dimanche soir, c'était frappant la manière dont il a insisté. Alors, avant lui d'ailleurs, tous ses conseillers, sur le thème, mais regardez dans quel état est le pays, la défiance envers les institutions après le travail de sape accompli par LFI, parce qu'il y a aussi une obsession LFI chez lui et chez l'exécutif. C'est ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche. Exactement, ni extrême gauche, ni extrême droite, c'est vraiment ça. Donc, alors c'est peut-être, le problème, c'est que c'est une stratégie qui est assez faible. Néanmoins, pour la stratégie, c'est un peu faible. Pour la tactique, là, il y a des choses à dire. Regardez, on vient de décrire l'espèce de Fort Chabrol qui se déroule actuellement chez LR. Alors, c'est vrai que LR a un vrai talent de tragicomédie qu'on avait déjà vu avec la COCOE il y a une dizaine d'années. Et donc, conséquence directe, finalement, de cette dissolution. Ah non, mais c'est complètement dingue. Donc là, on peut considérer que LR va vers sa mort, ça va être pour de bon. Vous les enterrez déjà, vous. Non, je les enterre pas, mais enfin, on verra. Il paraît que Ciotti a gardé le contrôle, vous me direz si c'est vrai, a gardé le contrôle de la trésorerie
trésorerie et des investitures. Mais il n'est pas fou, parce que c'est pour ça aussi qu'il Ah, donc s'accroche. non, parce que pour Il a la l'instant, main il- sur le D'accord. coffre, en gros, c'est ça. Oui, mais absolument. Parce que donc, qu'il- pour expliquer à nos téléspectateurs, il y a eu cette crise, Il faut cette décision donc, qui a été prise à l'unanimité par le bureau politique du parti, notamment Annie Genevard, qui est secrétaire générale des Républicains, qui l'a annoncé. Donc ils ont annoncé que, qu'il était exclu du parti, Éric Ciotti, mais lui a tweeté juste après que non, il restait en fait président de ce parti. Et puis d'ailleurs, on va l'écouter, Éric Ciotti. L'idée, c'est de dire il y a deux blocs qui vont s'affronter le 30 juin prochain. L'extrême gauche, dangereuse pour la République. Et puis un bloc d'hommes et de femmes qui aiment la nation, qui sont de droite. Je suis de droite. Je crois en l'autorité, je crois en la liberté. Et qui veulent additionner leurs forces pour dire, allez, tentons peut-être une dernière fois, une chance pour que notre pays ne s'efface pas. Donc là, il fait campagne et on va écouter justement Annie Genevard, qui est la secrétaire générale des Républicains, qui a annoncé qu'il était exclu du parti. Les Républicains sont une famille qui a une histoire, qui a une identité et qui a un avenir, je le crois profondément. C'est un pôle de stabilité et c'est pas parce que nous sommes minoritaires que les Républicains n'ont pas leur voix à apporter au débat public. Nous allons entamer un combat important, celui des législatives. Il était essentiel de clarifier le point que la marque LR, le nom des Républicains, ne peut pas être approprié par d'autres qui n'en ont ni la légitimité ni le droit. Philippe Chevrolet, donc on refait un peu le feuilleton. Effectivement, il y a eu cette réunion du bureau politique, exclusion de Éric Ciotti. On l'a écouté, hein, c'était chez nos confrères de CNews il y a un instant. Donc il réagit, il est toujours en campagne, il est toujours président du parti LR. Oui, on a affrontement de deux thèses juridiques, mais en 3 semaines, c'est impossible à résoudre. Enfin, il y aura forcément des recours, mais ça prend énormément de temps. Lui, il dit que la réunion n'est pas statutaire. Il est possible qu'il ait raison, j'en sais rien. Il demeure président. Il a en tout cas apparemment la main sur le chéquier. Et dans un parti, ce qui est intéressant, c'est l'argent pour faire campagne. Enfin, alors, ils ont dit qu'il était exclu. Oui, mais s'il a... je ne sais pas comment vous dire. Si, dans les faits, lui est toujours juridiquement président, ben, il est juridiquement président et c'est pas en 3 semaines que ça va changer. Parce que, je veux dire, eux, ils viennent faire une sorte de contre-communication en disant tu ne dois plus être président. Mais si lui décide de rester, il se passe quoi ? Il a tous les pouvoirs juridiquement. Astrid de Vilaine. Non, donc il y a une crise constitutionnelle au sein du parti, non, je peux pas dire du une crise tout, juridique. Je pense, crise pardonnez-moi, politique. mais je pense qu'on y passe collectivement trop de temps. Je rappelle que les Républicains ont fait au dernier scrutin 7% des voix. Mais de quoi on parle ? C'est juste un petit parti qui a été le grand parti du général de Gaulle, qui a été le parti qui a créé la Constitution, pour le coup, qui nous lie tous encore aujourd'hui. Je ne sais pas exactement jusqu'à quand, honnêtement. Et là, Éric Ciotti vend pour un plat de lentilles, pour reprendre le mot de Valérie Pécresse, le parti gaulliste à l'extrême droite que de Gaulle a toujours combattu. C'est ça le fait majeur politique. Que la twitterisation de la politique qui est en train de se dérouler sous nos yeux depuis maintenant 8 heures d'affilée, juste sur les LR, et qu'on soit en train de regarder qui est en train de taper à la porte de quel siège. Enfin, ça, c'est tout ce que les Français détestent. Hein. C'est de la politique aérie. Et le vote d'hier, de dimanche, pardonnez-moi, je ne m'y retrouve plus, le vote de dimanche a justement dit on ne veut plus de ça. Et ils reproduisent, et je pense que les médias doivent aussi faire attention, parce que Twitter, c'est pas la France. Et je prends l'exemple de Twitter, pourquoi ? Parce qu'il faut bien en rire, c'est vrai qu'il y a de bonnes blagues en ce moment sur Twitter, c'est vrai qu'elles sont drôles ces images, si c'était pas si grave. Et il y a un des épisodes, alors outre le forcené dans son bureau, etc., je pourrais vous lire des messages de cadres républicains qui sont en effet un peu humoristiques, mais visiblement on a essayé de lui enlever son compte ses accès Twitter au compte LR. Enfin, je veux dire, on en est là. Le parti de la droite républicaine est en train de retirer à son propre chef de parti, mais j'arrive même pas à le dire en fait, les comptes Twitter pour pas qu'ils puissent tweeter quelque chose d'autre. Ils sont en train de couper leur propre tête. Ils tuent leur chef et le chef tue le parti. Voilà, ils sont en train de mourir devant nos yeux. Emmanuel Macron, en tout cas, on a dit un mot, bien sûr, pendant sa conférence de presse, on l'écoute. La droite républicaine, tout au moins celui qui en a la charge, vient de faire pour la première fois alliance avec l'extrême droite. Et je dis bien l'extrême droite en parlant du Rassemblement national, car ses dirigeants
continue de dire qu'il y a des vrais et des faux Français, continue d'envisager de réduire la liberté de la presse ou de rejeter l'état de droit. La droite, donc, et tous ceux qui ont suivi le président des Républicains, M. Ciotti, tournent ainsi le dos, en quelques heures, à l'héritage du général de Gaulle, de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Henri Vernet. Il tourne le dos donc à cet héritage Oui, mais c'est de Charles de Gaulle. Bon, ce qui est vrai, ça c'est très clair. Mais sincèrement, c'est une dérive qui est entamée depuis vraiment assez longtemps, quoi. Ciotti, il a toujours flirté avec ça, même si en effet, on passe à foison Oui, les mais extraits. quand Emmanuel Macron en parle comme ce matin, c'est justement parce que c'est un appel du pied du côté des LR qui ne rejoignent pas le RN. C'est en ça que je dis que sur la stratégie, on verra bien, parce que c'est un peu flou, c'est-à-dire, voilà, rejeter les extrêmes. Simplement, ça n'a pas marché dimanche soir, enfin, dans l'élection européenne. Pourquoi est-ce que ça marcherait là? C'est pas évident. En revanche, sur la tactique, je pense que là, il est quand même déjà en train d'engranger quelques bénéfices. C'est-à-dire que, vous savez, cette fameuse dislocation de la droite, la poutre qui travaille encore, comme disait Édouard Philippe, du temps il venait de se rallier à Emmanuel Macron, et quand il était son Premier ministre, la poutre travaille encore, c'est-à-dire la poutre, c'était celle qui faisait exploser la droite et les amener dans le giron macroniste, dans le giron présidentiel. Eh bien là, elle fonctionne encore à plein. C'est-à-dire qu'elle est en train d'achever le travail. Et ça nourrit... Ça profiterait à Emmanuel Macron, à la majorité, ce qui se passe c'est à chez voir, les LR. Mais oui, en tout cas, c'est ce qui est escompté. Oui, parce que d'un côté, la clarification, elle est là, en effet. C'est-à-dire que les ciotistes, il ne sera pas le seul, Ciotti. Il y a des dizaines alors peut-être pas tellement des sortants, mais en tout cas des candidats LR qui seront trop contents de s'abriter derrière un parapluie RN pour sauver ou pour gagner des sièges. Donc ça de ce côté-là, ça marche. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, les autres, pourquoi pas, ne seraient-ils pas attirés par cette espèce de pacte que propose en effet Macron, c'est-à-dire au nom de refuser les extrêmes, d'avoir en gros s'engager sur un programme présidentiel. C'est ça la stratégie. Mais donc cette tactique-là, elle commence à marcher parce que oui, en effet, comme il a dit, je crois qu'il a employé l'expression de Gaulle qui se retourne dans sa tombe, et on voit bien qu'en effet, il y a cet héritage-là à droite et qu'il escompte la même chose quand il parle de là, pour le coup, c'est Léon Blum qui est invoqué. Pardon, Léon Blum, dit-il, au nom de ceux qui, à gauche, passent un pacte contre nature. Et il reprend l'expression contre nature dans les deux camps, à droite et à gauche, en refaisant une alliance avec LFI, alors qu'ils se sont conspués pendant toute la campagne européenne. On va revenir sur la gauche. Philippe Moreau-Chevrolet, juste encore une réaction sur justement cette stratégie d'Emmanuel Macron face à un LR qui est en train d'exploser, parce que eux, en tout cas tous les ténors du parti, on les a écoutés aujourd'hui, ils disent on va rester indépendants et on ne rejoint pas le RN. Éric Ciotti, c'est une décision individuelle. Donc il y aura effectivement il y aura probablement des candidatures. Ça, on ne sait pas encore combien de députés vont rejoindre Ciotti. Sur le papier, il n'y en a pas beaucoup. Non, je parlais plus de candidats. Des sortants, en effet, a priori, il n'y en aura pas beaucoup, mais des candidats... Le discours de Bardella, c'est de dire on aura un très grand nombre de députés sortants et investis. Donc il y a une certaine forme d'hypocrisie de sa part qui consiste à dire on aura beaucoup de républicains qui partiront en campagne pour nous. D'accord, mais les investis, c'est par définition des gens qui ne sont pas encore là. On va attendre qu'ils arrivent pour les compter. Moi, j'y crois moyennement, mais après, je pense que le fait de dire qu'il y a une recomposition droite-gauche autour de deux pôles relativement extrêmes, ça, je pense que c'est possible. Moi, je me demande, pour compléter, si Marine Le Pen n'a pas finalement commis, elle aussi, une faute stratégique ou tactique en allant tout de suite chez Éric Ciotti, alors même qu'elle avait visiblement des discussions avec Reconquête. Elle top avec Ciotti après avoir dit toute sa carrière politique que l'UMPS, que les LR, c'était atroce, et Monsieur Ciotti, c'était quand même l'homme qui négociait en direct, plus tard qu'il y a un an, avec Elisabeth Borne pour durcir la réforme des retraites. Réforme des retraites contre laquelle Marine Le Pen et son électorat sont en grande majorité. Donc, moi, j'ai peur que finalement, cette alliance-là, si ça se trouve, elle fait beaucoup de mal à LR. Emmanuel Macron, je ne sais pas si ça peut lui être bénéfique, mais en tout cas, c'est sa stratégie à lui depuis qu'il fait de la politique, c'est de casser LR, ça, on a bien compris. Mais est-ce que Marine Le Pen ne va... Je ne pense pas que les électeurs vont forcément tous le voir, mais est-ce que les électeurs ne vont pas se dire, mais c'est pas nous, on n'était ni droite ni gauche avec vous, Marine Le Pen? Oui, sauf que, comment dire, c'est vrai que c'est Éric Zemmour, en effet, Reconquête, qui avait théorisé, qui avait vraiment préconisé l'union la plus large possible des droites, mais... Côté RN aussi, il y avait cette ambition. Et attention, Reconquête n'a absolument aucun intérêt pour eux. RN n'a aucun besoin de Reconquête. C'est quoi, avec quelques pourcents comme ça? C'est parce que je dis, il y a une déclaration de Marion Maréchal, d'ailleurs, qui appelle à soutenir les candidats de l'alliance entre Ciotti et le RN. Je pense que ça fait quand même quelques temps qu'on a bien compris que Marion Maréchal, ce qu'elle souhaiterait maintenant, c'est retrouver le giron auréolé de son... Quand même, elle a sauvé des sièges au Parlement européen. Elle les a conquis, puisque Reconquête n'en avait pas, Zemmour n'en avait pas. C'est elle qui a réussi, malgré tout, à faire élire quelques eurodéputés. On voit bien que maintenant, ce que vaut Marion Maréchal, en plus, qui ne peut pas supporter Éric Zemmour, c'est vraiment l'alliance de la carpe et du lapin, ça marche pas. Mais simplement, l'intérêt électoral
de Reconquête pour le RN, il est vraiment peanuts. Alors que le LR, ce sont des gens qui sont installés, il y a quand même des forces, il y a bien sûr beaucoup de sortants, et quelques-uns, malgré tout, risquent d'aller chez eux. Je ne pense pas que Ciotti sera le seul, mais en effet, il aura beaucoup d'investis, il aura des candidats, et les autres, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'était déjà l'étau terrible pour eux entre le RN d'un côté et Renaissance de l'autre. Là, c'est encore pire pour eux. Donc, il faut juste se non, là, il y a souvenir- un gain des deux côtés. Je vois très bien ce que vous voulez dire, mais je pense quand même qu'il ne faut pas oublier que Reconquête est née parce que Reconquête veut l'alliance des droites. Bardella d'ailleurs sans doute aussi, mais Marine Le Pen ne l'a jamais voulu. Et je pense malgré tout que si la gauche fait son petit bonhomme de chemin, et on le voit dans les premiers sondages qu'elle peut Justement, on va les augmenter, regarder, ces premiers sondages. c'est un angle d'attaque contre le RN, de dire « Ah bon, vous faites alliance avec Éric Ciotti qui voulait la retraite à 66 ans et le programme de François Fillon Bien sûr, contre oui, la ça, sécurité oui. sociale ». Ça fait quand même... C'est pas du tout l'ADN de Marine Le Pen depuis qu'elle s'est émancipée de son père. Ouais, Son ce tout ADN, c'est premier... de changer d'avis beaucoup quand même. Oui, ça, Les oui. retraites, vous allez Mais voir, ça, on va en c'est parler. le On va en parler. Changer d'avis. Ce tout premier sondage, justement, de BFM, qui montre en fait que le RN serait donc dans les intentions de vote à 31%. Vous le voyez s'afficher. Le Front de gauche, donc les 4 partis de gauche confondus, 28%. Renaissance, 18%. Et les Républicains, 6,5%. Un premier commentaire, Philippe Moreau-Chevrolet. Donc là, effectivement, Renaissance, il va falloir... qu'il passe la 4e, si je puis dire. Oui, alors pour l'instant, c'est des chiffres bruts. On n'a pas les projections en siège, qui sont très difficiles à faire. Quand on consulte les sondeurs en privé, ils vous disent que, assuré à peu près, on a entre 140 et 150 sièges que le RN aura de toute façon. Il y a des circonscriptions dans lesquelles il est très bas, en dessous de 30%, ou autour des 30, ça va être beaucoup plus dur. Il y en a 243 comme ça. Il pourra peut-être gagner, avoir une majorité absolue, s'il y a beaucoup de triangulaires. C'est là où ce qui se passe chez LR est important pour le RN, et c'est là où je suis en désaccord avec Astrid de Villene, c'est que je pense que ce qui est en train de se passer les aide, parce que s'ils ont de la concurrence à droite, paradoxalement, ça peut favoriser les triangulaires, et là, le RN les gagne, en moyenne. Et LFI sera handicapé par le fait que la gauche se mobiliser pour un candidat local et LFI, c'est compliqué quand même. Voilà. C'est ce que dit Emmanuel Macron, on va l'écouter. Oui, mais ça ne lui hein. bénéficiera pas à lui, c'est ça qu'il oublie. Enfin, lui, il pense que ça va bénéficier, et ses stratèges, au centre. Ça, c'est fini pour moi. Mais après, pourquoi pas? On va l'écouter justement, puisqu'il parle, lui, d'antisémitisme et d'antiparlementarisme de la France insoumise. Il a fustigé Jean-Luc Mélenchon, son mouvement, pour avoir créé un désordre parfois constant et inquiétant à l'Assemblée. On l'écoute, Emmanuel Macron. Comment les électeurs qui ont par exemple suivi M. Glucksmann aux élections européennes peuvent-ils soutenir une alliance qui donne 300 circonscriptions à la France insoumise? Comment les électeurs qui ont soutenu M. Glucksmann, qui a mené une campagne vraiment respectable, digne, avec beaucoup d'idées fortes, peuvent-ils soutenir une alliance qui, par définition, si elle devait l'emporter, proposerait Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre? Cette clarification, elle est d'abord là. Elle est d'abord là. C'est celle-là, la vraie clarification de fond idéologique, individuelle et profonde, pour tous ces responsables politiques. C'est qu'ils se sont battus pendant des mois en expliquant aux Français, on n'est pas pareil. Nous, on est pour l'Ukraine, eux, ils sont pour la Russie. On n'est pas pareil. Nous, on est pour une politique exigeante dans le Proche-Orient. Eux, ils sont totalement pour... Ils ont été jusqu'à justifier le pire, avoir une politique d'antisémitisme. Nous, on n'est pas pareil. On croit dans le respect républicain, le calme des débats parlementaires. Les autres sont devenus antiparlementaristes. Astrid de Villene, donc il soulève une problématique un vrai réel, c'est-à-dire il y a des contradictions, enfin, il y a des différences entre la France insoumise, entre le PS, entre les écologistes, qui donc là sont ensemble, il faut le dire, donc au sein du Front populaire. Oui, mais enfin, est-ce que moi j'ai été la première à dénoncer les problèmes qu'il y a pu y avoir à la France insoumise sur l'antisémitisme. Ça, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, on voit sur le terrain, notamment dans les endroits où ne vont plus la gauche, c'est-à-dire dans les terres agricoles de ce pays, que LFI fait office de repoussoir. Et ils ont eu beaucoup de circonscriptions. Pas une majorité, mais beaucoup. Mais de dire aujourd'hui, de la part du président de la République, il y a moi ou l'extrême gauche et l'extrême droite, je suis désolée, mais en sciences politiques, c'est faux. Donc il met Madame Delga, Monsieur François Hollande, Monsieur Glucksmann dans l'extrême gauche, et il met tous les républicains... Non, il dit il y a des contradictions entre ce que dit Raphaël Glucksmann et le fait de s'être allié à la France insoumise. Enfin, il a quand même, tout au long de cette conférence de presse, mis en valeur 3 blocs. Moi, l'extrême gauche, l'extrême droite. Tout en ne répondant pas à la question qui est centrale, en cas de triangulaire, c'est où va aller le front, enfin le fameux front républicain, qui a déjà pris un coup la dernière fois.
qu'est-ce qui va se passer s'il y a donc juste l'extrême gauche qui serait ce Front populaire? Et on va en dire des choses parce que je pense qu'il y a plein de choses à en dire. Hein. Et juste l'extrême droite. Alors, et que va faire Renaissance? Elle va voter pour qui? Bah, ça va être la problématique, effectivement. Et il n'y a pas répondu aujourd'hui. Il n'a pas répondu. Il a dit qu'en revanche, il pourrait y avoir des candidatures qui seraient pas forcément nommées si en face, il y avait un candidat du centre. Mais ça, c'est ce qu'avait dit Séjourné, qui est à la fois ministre des Affaires étrangères, assez discret, mais chef de parti, et qui avait dit dès dimanche soir, Renaissance, et qui avait dit qu'il pourrait en effet y avoir cette possibilité, c'est-à-dire cette idée que, en effet, les sociodémocrates, c'est-à-dire l'électorat glucksmannien, si l'on peut dire, qui en effet ne veut pas entendre parler de ce Front populaire, c'est-à-dire de réhabilitation de LFI et du mélenchonisme, parce que là, pour le coup, je ne vous rejoins pas, il y a quand même des différends profonds entre les familles de la NUPES. Mais il y a des différences. C'est parce que je dis juste que là, ils font un accord contre le RN. Du NPA à Carole Delga. Évidemment, ils sont d'accord sur rien. Moi, franchement, quand j'ai entendu Carole Delga commenter la formation de ce Front populaire... Elle est socialiste. Oui, qui est socialiste et présidente de la région Occitanie, et comme elle est la présidente de région la mieux réélue, ça lui donne une certaine aura. Néanmoins, la façon dont elle a avalé son chapeau, elle qui ne voulait pas entendre parler de LFI depuis 2022, la manière aujourd'hui dont elle applaudit à ça, ça fait... tout ça ne fait pas aimer la politique. Je suis d'accord, mais il y a un point qui est intéressant, c'est que en forçant les partis à aller vite, Emmanuel Macron a pensé qu'il allait les affaiblir. Et c'est l'inverse. Là, excusez-moi, sur LR, il a un peu réussi quand même. Non, il a affaibli l'un de ses alliés. Donc c'est pas forcément très profitable pour lui parce qu'il y aura des triangulaires. C'est pas un allié, c'est quelqu'un qui veut dépecer. Je termine. Ouais. Il a permis à la gauche, au lieu de se déchirer pendant des mois, ce qui serait arrivé s'il avait juste suivi le rythme normal, il a forcé la gauche à se réunir. Et effectivement, aujourd'hui, on a Carole Delga et LFI. Et il veut dire que pour les gens... Dans le sondage, 28%. Pardon. Oui, mais c'est le résultat de dimanche. Ce sondage, il reproduit ce qui s'est passé dimanche. Il n'a rien d'étonnant. L'accélération du calendrier joue contre lui, d'autant plus s'il y a des triangulaires. Moi, je pense. Alors, juste une chose, est-ce que les électeurs suivront? C'est là, moi, que j'ai vraiment une nuance. Je suis pas sûr que les électeurs suivront. Moi, je pense qu'il manque une personne. Les voix vont se faire entendre de plus en plus. Ils ne vont pas voter pour Macron, ils vont voter contre lui, mais c'est une évidence. Il manque une personne clé dans cette équation, c'est François Hollande. Est-ce que quelqu'un a entendu François Hollande depuis dimanche? On n'a pas entendu Jean-Luc Mélenchon non plus, d'ailleurs. Bien sûr. Alors, on l'entend ce soir, on l'entend tout à l'heure. Alors, ce soir, exactement. Attendons de voir. Il faut se souvenir que Mélenchon, en 2022, il était sur les affiches le Premier ministre. On faisait une élection comme en Allemagne, vous savez. Mélenchon a mis beaucoup d'eau dans son vin parce qu'il sait que s'il pousse les feux du côté de LFI, il va perdre les modérés. Et là, on se bat pour quoi? On se bat pour le score de Glucksmann, qui s'est fait voler son élection par ses alliés. Et qui proposait Laurent Berger. Et toute la conférence de presse d'Emmanuel Macron consiste à dire aux électeurs de Glucksmann, votez plutôt pour nous, les gars, vous n'êtes pas vraiment LFI. Mais ça, je suis d'accord en théorie. En pratique, on verra. C'est les deux gauches irréconciliables qui sont en effet... Justement, quel est le leader? Qui est le leader de ce Front populaire? Justement, je pense que s'ils arrivent à faire quelque chose d'historique, parce qu'on est dans une période historique, en réunissant Hollande et Mélenchon, ça paraît comme ça impossible. Là, je peux vous dire que et la Macronie et le RN vont se dire « Ouh là là, on a un ancien président de la République et le leader de la gauche qui était à 22% à la fois, qui sont main dans la main et qui réussissent à faire 3 mesures. Ils vont pas faire de programme, ils vont faire le programme commun, ils font le Front populaire. Ce qu'ils oublient un peu, je trouve, c'est qu'après le Front populaire, dans l'histoire, c'est Pétain. La gauche est très basse dans l'opinion, très basse dans toutes ces communes dont on parlait. Là, ça relève du miracle. Mais beaucoup rappellent, par exemple, que la gauche plurielle, ça a été aussi quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu venir. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer dans cette période. On va écouter François Ruffin. On dépasse le cadre des partis. Il faut que les associations s'y mettent. Il faut que la société s'y mette. Il faut que les gilets jaunes que vous voyez là derrière s'y mettent eux aussi et que voilà, ça devienne quelque chose qui dépasse le strict cadre de la France insoumise, le Parti communiste, les socialistes, Génération, les écologistes et ainsi de suite. Henri Vernet, oui, il a joué un grand rôle, François Ruffin, justement, dans ce rapprochement. Oui, bien sûr, mais justement, on remarquera que François Ruffin, lui, pendant toute campagne européenne, il était loin des outrances de Mélenchon et des LFI pur et dur, enfin des non-frondeurs, parce que maintenant, il y a quand même pas mal de frondeurs au sein de LFI. Par exemple, François Ruffin, il parlait avec Glucksmann. Là, simplement, il voit bien que c'est vrai qu'il y a une opportunité pour la gauche de se refaire la cerise, en quelque sorte, vraiment de revenir à quelque chose qui ressemble aux forces, au poids réel de la gauche dans ce pays. Maintenant, c'est vrai que quand vous citez François Hollande, pour moi, François Hollande,
Hollande, il est quand même très, très, très loin de ça. Et je ne suis pas sûr que ce soit la tête d'affiche qui fasse vraiment revenir les électeurs. En revanche, Laurent Berger. Laurent Berger, mais ça, c'était une très bonne idée. Simplement, la cartouche a été grillée parce que visiblement, quand Raphaël Glucksmann a parlé de ça, il avait juste un petit peu oublié, parce que c'est quand même un politicien en devenir. C'est un jeune politicien. Il est fort sur l'Europe. Mais dans les manœuvres, on a bien vu d'ailleurs à quel point le malheureux, alors qu'il était fort de ses 14% obtenus dimanche, il s'est tout de suite fait balayer du jeu par les vieux briscards que sont Olivier Faure et compagnie. Ce que je veux dire, c'est que si en effet, à la place d'un François Hollande, vous mettez une carte crédible aux yeux de l'électorat, qui serait un Laurent Berger, mais évidemment, les LFI ne veulent absolument pas entendre parler de ça. Donc ils n'ont pas encore trouvé leur leader, si je puis dire. Mais non, ils ne sont pas prêts de le trouver. Et à la fin, qu'est-ce qui va venir et qui va revendiquer le leadership? C'est évidemment Mélenchon, même si ce soir, peut-être qu'il sera un peu timide, qu'il jouera un peu les gazelles, les pudeurs de gazelle. Oui, mais là aussi, à l'inverse, est-ce qu'il peut justement avoir un effet repoussoir, Mélenchon, C'est pour ça que je vous parle de François Hollande. Je pense que c'est la pièce maîtresse de ce puzzle. Je pense pas. Mais alors là, il n'y aura rien de nouveau, en fait. Non, parce qu'en fait, ils vont pas dire on va gouverner ensemble et on est d'accord sur tout. Ils vont dire on veut pas du Front National. D'ailleurs, les slogans commencent à arriver. Comme ils voient cet hémicycle sorti des urnes. Enfin, pardonnez-moi, cet hémicycle, le premier sondage qu'on vient d'avoir, on a un bloc RN assez fort qui peut aller jusqu'à 300 de mémoire. On a un bloc gauche qui monte, 150, c'est beaucoup, 150 c'est leur score actuel. Enfin, pardonnez-moi, mais ils se sont là clairement refait la cerise déjà, si ce sondage est exact. Et on a un petit bloc central qui réduit. Pourquoi il réduit? Parce que les leaders, comme l'a dit tout à l'heure Henri, se taisent. Et je pense que c'est dans ce genre de moment que Gabriel Attal et Édouard Philippe et Bruno Le Maire devraient parler et dire on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Mais le slogan, pour finir, que la gauche va dire dans les prochains jours, vous allez voir, c'est le RN ou c'est nous. Un mot sur justement ceux qui vont se présenter du côté de Renaissance. Philippe Moreau-Chevrolet, sur la forme, donc on avait dit que Emmanuel Macron souhaitait être très présent pendant cette campagne. On entend maintenant qu'il a plutôt délégué ce rôle à Gabriel Attal. 3 fois par semaine. Alors, oui, alors ça c'était dans la presse, mais il a plutôt dit que ce ne serait pas le cas. Nous-mêmes, dans le Parisien, on a démenti ça. Vous avez démenti ça, donc ce ne sera pas 3 fois par semaine. Qui sont sortis comme ça. Attendez, mais c'est quel cadeau fait à Marine Le Pen et à Jordan Bardella que de parler 3 fois par semaine. On a vu ce que c'est rare. Henri, je suis d'accord, mais est-ce que le président en aurait conscience que c'est apparemment, quand même, oui. En plus, il a un agenda international qui est assez chargé. Et qu'il va maintenir cet agenda international. Oui. Il y a le G7 demain, il y a la conférence à Genève sur l'Ukraine ce week-end. Donc, juste un mot. Alors, comment ça peut se passer, justement? Parce que, est-ce que... Manifestement, les candidats vont probablement ne pas forcément l'avoir sur l'affiche, Emmanuel Macron. Donc, qui va incarner justement cette campagne? C'est extrêmement intéressant. Les affiches, il y a juste marqué majorité présidentielle. Il n'y a pas de mention de Macron, pas le visage de Macron, pas de mention du parti, il n'y a rien. Il y a juste majorité présidentielle. Et c'est pour ça que je pense qu'il a raté le début de campagne de je ne sais pas qui sera le Premier ministre. Parce que s'il est en train de nous dire que le Premier ministre, ce sera Gabriel Attal, pourquoi l'avoir changé? Personne ne lui a demandé d'appuyer sur ce bouton nucléaire. Et j'emploie exprès cette métaphore-là parce que je rappelle qu'en janvier, Emmanuel Macron, et en tout cas ses conseillers, ont dit à toute la presse on va mettre Gabriel Attal à Matignon, effet waouh, c'est l'arme anti-Bardella pour les Européennes. Mais il fallait le mettre à l'Europe. Il fallait le mettre en tête de liste plutôt que Mme Hayet qui a eu des difficultés. Et la pauvre, elle n'a pas été aidée. Et là, il va être en campagne. Mais maintenant, comme l'arme anti-Bardella n'a pas fonctionné, la preuve dimanche, il appuie sur l'arme la plus lourde qu'il est, la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui n'est absolument pas rien. Mais personne ne lui a demandé. Il espère se refonder. Je pense que dans son esprit, il espère que le centre... on va voir. Voilà. Le sens de la conférence de presse ce matin, c'était ça. C'était on repart, on remet, allez hop, reset, on remet tout à zéro et on repart. Après, et d'ailleurs, encore une fois, c'est pour ça que je disais que c'était pas un chef d'État ce matin, c'était un chef de campagne. Sauf que cette campagne-là, il fallait la monter avant. Et par ailleurs, sur plein de choses qu'il a annoncées, des mesures qui d'ailleurs... Justement, on va l'écouter sur ces mesures. Voilà. Très bien, parce qu'on se demande, mais pourquoi il était dommage qu'il n'ait pas été président avant. On l'écoute. Le renforcement d'un axe régalien. Mais je veux ici le dire avec beaucoup de clarté. Ce que nous proposons, c'est plus de fermeté, mais dans le cadre de la République et de ses valeurs. Et c'est aussi cela qui nous oppose aux 2 blocs que j'évoquais aux 2 extrêmes. Nous devons, comme le président Chirac l'avait fait d'ailleurs il y a 20 ans de cela, rouvrir un grand travail apaisé, exigeant, républicain dans la nation, et placer avec tous les élus, les bénévoles, les associations qui vivent cela, les entreprises qui vivent cela au quotidien, ouvrir un grand débat sur la laïcité et prendre des mesures claires sur les sujets qui sont à régler et à trancher.
Parce qu'il y a eu donc un certain nombre de mesures annoncées par Emmanuel Macron, donc un grand débat sur la laïcité, il a annoncé aussi la généralisation du service universel, pas de désindexation des retraites, puisqu'on parlait social, ça il l'a dit aussi. Oui, parce que tout le reste, franchement, laïcité, ce qu'il dit sur l'école, etc., tout ça, on l'a entendu 20 fois. Et on voit bien que, y compris d'ailleurs par Gabriel Attal lui-même, qui a vraiment, comme ministre de l'Éducation, puis comme Premier ministre, a vraiment mis l'accent là-dessus, sur le retour de l'autorité, tout ça. Puis on voit bien ce qu'il en est. En réalité, ça ne marche pas vraiment. D'abord, l'autorité de l'État, l'autorité républicaine, ça ne se décrète pas. Il faut vraiment l'incarner. Or, on a l'impression quand même, maintenant, c'est pas uniquement sous les quinquennats de Macron, c'était déjà avant, qu'elle ne cesse au contraire de se déliter, que l'État aujourd'hui, la République, on la cherche. Donc ça, c'est un peu du gadget. En revanche, la dernière mesure que vous avez citée sur le maintien de l'indexation des retraites sur l'inflation, par ailleurs, toute la sortie qu'il a faite assez péchu pour le coup, pour démontrer que sur les retraites, décidément, le RN, à ses yeux, sont un véritable danger public, parce que leurs mesures sont démagogiques et ne feraient que, en gros, vider les caisses de l'État, ce qu'il en reste. Qu'en plus, c'est quand même un aspect sur lequel il y a une contradiction majeure entre leur nouvel ami Éric Ciotti, qui voulait la retraite à 65 ans, et eux, qui l'a réclamé à 60 ans. Là, en revanche, pourquoi est-ce qu'il dit ça, Emmanuel Macron, le président en campagne, donc le chef de campagne, parce que là, on touche à des mesures vraiment concrètes de quotidien, de pouvoir d'achat, et ça, ce sont des vrais arguments pour les législatives. On n'est plus là dans la théorie, on n'est plus dans les européennes qui sont soit un vote défouloir, soit quelque chose d'assez théorique et d'assez abscon, en réalité, pour beaucoup de gens. Il faut une campagne concrète. Mais exactement, et ces mesures-là sont des mesures concrètes, on verra si... Non, je suis d'accord, il faut une campagne concrète, mais avec quelle majorité il va faire tout voilà, ça, bien sûr. Il n'a plus de majorité, il vient de la renvoyer chez elle. En plus, il a abrégé un certain nombre de réformes que lui-même jugeait parfaitement indispensables, qui n'existent plus aujourd'hui. Donc je vois pas... Son discours est intéressant. Là, si c'était un jeune candidat nouveau, je trouverais ça vachement bien. Le problème, c'est qu'il est déjà au pouvoir depuis 7 ans, vous l'avez dit. Et avec quoi il va faire ça? Et si c'est Bardella qui est élu, on va... l'idée, c'est de gagner. Là, il débarque la campagne. Son l'idée, c'est de gagner. D'ailleurs, l'idée, c'est de gagner. Astrid de Vilaine. C'est pas l'ambiance, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il fait campagne comme depuis 7 ans sur l'école et la santé. Mais le problème, c'est que on l'a déjà beaucoup entendu, et les Français dont je parlais, les 32 000 communes de France, elles voient que l'école, ça va pas du tout, qu'il manque des profs, que le niveau baisse, et qu'à l'hôpital, on conseille à personne en ce moment, encore plus qu'avant, d'aller à l'hôpital, tellement c'est l'horreur, et les soignants, ce qu'ils vivent comme enfer depuis le Covid. Et il pense que le RN apporte les solutions. Je pense que l'erreur qu'il a faite en faisant cette conférence de presse, d'ailleurs, on n'en retient pas grand-chose, aujourd'hui, on ne parle que de Ciotti, c'est qu'il aurait dû envoyer Attal. Il l'aurait propulsé, si c'est lui le bon Premier ministre. Mais je finis juste, parce qu'en fait, comme ça, Gabriel Attal me donnait son programme, et lui, il pouvait arriver en surplomb et prendre un petit peu plus de hauteur. Après, c'est vrai qu'il fait un pari. Il fait un pari qui peut être gagnant. La dernière fois, moi, je l'ai beaucoup critiqué sur la campagne de 2022, en pleine guerre en Ukraine, où il ne voulait pas faire campagne, il l'a gagné. Les mêmes stratèges ont inventé le pass sanitaire. Mais ils sont un tout petit groupe. Ils ont décidé de jouer le sort quand même du pays au dé. Soit ça tombe bien pour eux, et c'est extraordinaire, et on sera tous, moi la première, en train de dire, chapeau. S'il a une majorité absolue dans 3 semaines, moi je serai la première à dire, magistral comme coup politique. Mais s'il perd, et pire, si le RN arrive à Matignon, je ne pense pas que ce soit ce qu'Emmanuel Macron ait envie comme héritage. Henri Vernet, juste pour dire très vite. Juste sur ce Gabriel Attal, pourquoi pas lui? Parce que Gabriel Attal, il est arrivé, Renaissance était à 22% dans les sondages, dans les urnes, ils sont à 15%. Donc l'arme anti-Bardella, elle n'a pas marché. Deuxièmement, en effet, la différence par rapport à 2022, c'est vrai que 2022, il gagne, il gagne une majorité relative, alors qu'il ne fait pas campagne. Il n'y a pas de campagne, il y a la guerre en Ukraine. Voilà, c'est tout. La campagne, elle s'est résumée à ça. Oui, le présidentiel. Mais même après, dans les législatives, il ne fait absolument pas campagne, on voit personne. À part l'appel au péril. L'appel au péril, déjà. Troisième chose, amener Bardella en 2024, parce que c'est ça le risque aujourd'hui. Peut-être que dans son esprit, mais j'en sais rien, c'est un crédit peut-être que certains lui font. Ce serait une manière de dire, voilà, vous l'avez jamais essayé, vous avez vu maintenant ce que ça donne, le RN au pouvoir, 2027, rejetez-le. Pas, ça il l'a dit aujourd'hui très clairement, Emmanuel Macron. Merci beaucoup Astrid de Vilaine, merci Henri Vernet, merci Philippe Moreau-Chevrolet, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. À demain.